Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à la toute première intégrale Spider-Girl des années 1998 et 1999. Ça ne nous rajeunit pas. C'est enfin le retour de Spider-Girl en français, en version française, en édition publiée en album. Et oui, à la demande générale, vous avez été nombreux, très nombreux, à nous demander que Spider-Girl soit de retour. Et Panini vous a écouté puisque les grands classiques et même les classiques modernes sont maintenant réédités. Il faut dire que Spider-Man, de manière générale, c'est quelque chose qui attire énormément de lecteurs et que Spider-Girl fait figure de série culte, sorte de bulle éditoriale qui a duré un certain nombre d'années avec plusieurs séries et qui vont être toutes rééditées dans cette série d'intégrales. Le personnage de Spider-Girl, eh bien, c'est tout simplement la fille de Mary Jane Watson Parker et Peter Parker. Elle s'appelle May Parker, Mayday Parker. Et c'est un personnage qui d'abord a été créé pour, pas la blague, mais vous savez comme Marvel peut créer des personnages comme ça et c'est pas dit que ces personnages vont rester. Suite à un engouement populaire, le personnage a eu droit à sa propre série dans son propre label et on va en parler. Au scénario de ce comics, c'est monsieur Tom DeFalco qui scénarise et c'est Patrick Olive qui dessine. Patrick Olive qui fait partie évidemment de ces artisans qui chez Marvel Comics ont su produire énormément de comics de qualité, un très bon soldat, un artiste sur lequel on peut s'appuyer et quelqu'un qui a produit évidemment les grandes heures de Spider-Man notamment, qui fait partie évidemment des grands noms de la maison des idées. Ce premier volume reprend les épisodes 0 à 12 de la série de 1998, lancée en 98 et qui c'est évidemment étalé sur 1999. Nous avons au scénario Tom DeFalco et Ron Frenz et au dessin Pat Olive et également Ron Frenz avec des ancrages incroyables de Monsieur Al Williamson, la légende, et Monsieur Bill Sienkiewicz également. C'est fou. Ce dessin est iconique, vous le connaissez certainement. Ce costume également, c'est un peu le costume de Ben Reilly, revisité pour les besoins de ce personnage. Donc nous allons découvrir, pour commencer, ce Spider-Girl Zero Origin Story. Nous sommes dans un futur alternatif et c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, là il y a l'ancien logo Marvel, Marvel Comics, et il y a un 2 en dessous. C'est illisible parce qu'il y a un 0 en dessous et que voilà. Donc c'est la vraie fille de Spider-Man. En fait, au début des années, à la fin des années 90, Marvel a décidé de faire un nouvel univers qui s'appelait le MC2, le Marvel Comics 2. Et donc, il y avait des séries qui se passaient dans le futur, dans un futur proche, et c'était les enfants des auteurs, c'était les enfants des personnages connus. Donc, il y avait notamment Spider-Girl, il y avait le Juggernaut, le fils du Juggernaut, ça s'appelait J2. J2 d'ailleurs, et c'était assez, il y a eu plein de séries comme ça, et la seule qui a survécu, c'est Spider-Girl. En fait, souvent, quand Marvel lance des labels comme ça, on a il y a souvent une série qui arrive à survivre au label. Je me souviens du label Tsunami, qui avait été lancé avec je ne sais pas combien de séries à l'époque. Ce label de Tsunami, il nous avait excusez-moi, donné énormément de séries. Et puis, c'était la série Runaways qui avait survécu. Donc, voilà. La série qui a touché le cœur du public et le cœur des fans, c'est Spider-Girl. Nous sommes quelques années avant, 2 ans avant Ultimate Spider-Man. Nous sommes quasiment au même moment que Spider-Man Chapter 1 par John Byrne, qui était déjà une sorte d'Ultimate Spider-Man. Donc, il y avait cette volonté tout le temps, à toutes les époques de Marvel, de régénérer cela. Et donc, on va faire connaissance. Donc, c'est Ron Frenz qui dessine cet épisode 0. Nous allons donc faire connaissance, et Bill Sienkiewicz qui encre. Nous allons faire connaissance de Mayday Parker qui a beaucoup plus de pouvoir. Voilà, donc regardez les dessins. On est vraiment dans une époque, et moi j'aime vraiment beaucoup, avec un Peter Parker qui à l'époque, quand on a 45 ans, on est vieux quoi. On a une canne et on a les cheveux gris. C'est drôle de cette vision des années 90 de la vieillesse. Alors que je suis certainement plus vieux que Peter Parker dans cette BD. Voilà. Alors c'est très drôle parce que là, elle a un nez trop bizarre. On dirait qu'elle a 45 ans et qu'elle est assistante de direction chez Century 21 à Limoges. Donc voilà, donc on a ce comics qui met en scène le personnage. Nous allons revenir sur le passé, sa naissance et les combats de Peter Parker qui... il a une canne parce qu'il est blessé, hein, pas parce qu'il est vieux, hein, évidemment, on l'aura compris. Et donc
l'arrivée d'un nouveau super bouffon, la jeune Parker, etc. Donc voilà, c'est une série qui va osciller entre vie de famille et plantage de nouveaux décors, hein, parce que, oh là, Osborn, ça va pas fort, hein, il y a le B qui se barre. Et donc voilà, alors moi je suis passé totalement à côté de cette série à l'époque. En 98, je faisais mes études, j'ai acheté très très peu de comics. J'ai acheté Authority, j'ai acheté du Wildstorm principalement parce que j'avais très peu de moyens et donc du coup je faisais très très attention à ce que j'achetais. Donc j'ai acheté très très peu de comics et surtout pas en version française. J'ai acheté un tout petit peu de VO et voilà. Et donc elle arrive, tadam, Spider-Girl avec son costume et nous la découvrons. Donc voilà, on est évidemment après dans l'histoire des comics, hein, pas dans l'histoire de la série. On est après la série. On est après, évidemment, la saga du clone et tout ça. Et voilà. Et donc, du coup, cette Spider-Girl va revenir après cet épisode 0 pour un premier épisode. Le voici, le voilà. Et donc, c'est Pat Olive qui dessine, ce n'est plus Ron Frenz. Donc, changement de dessinateur. Et donc, on découvre eh bien, une jeune femme athlétique, une jeune femme de son temps, une jeune femme qui reprend le schéma. Elle va à l'école. Et donc, il y a des petits problèmes à l'école. Et elle va découvrir, il y aura les origines de son père qui vont être racontées parce qu'on aime bien raconter les origines. Et on va apprendre à la découvrir. Elle va apprendre à découvrir, à maîtriser ses pouvoirs. Il y a des plans iconiques, hein, qu'on retrouvera au cinéma plus tard pour Spider-Man, qui sont des plans iconiques de Spider-Man. Et donc, on va vraiment plonger là-dedans et elle va regarder donc dans ces histoires un peu origines, elle va mettre ce costume, qui n'est pas évidemment le costume définitif, qui est beaucoup plus réaliste finalement que ce qu'avait pu créer Peter Parker, puisque finalement, elle a pris des tenues de sport. Elle a pris des leggings. Elle a pris les leggings. Voilà. Donc, plaisir total de redécouvrir tout cela, cette série. Et à la fin de l'épisode, elle se crée. En fait, il y a un premier épisode 0 et après, ils repartent vraiment avec l'épisode numéro 1 sur ce qui est vraiment la série. Et ils posent vraiment les fondations de cette série. Et donc, c'est vraiment pas besoin d'avoir lu autre chose pour les nouveaux lecteurs. C'est tout simplement parfait. On apprécie le fait que ce soit, donc, mis à part l'épisode 0 qui est dessiné par Ron Frenz, on est content de voir que c'est Pat Olive qui dessine tout. Évidemment des dialogues avec Peter Parker et donc non, c'est pas Peter Parker, c'est Oncle Phil. C'est pas Peter Parker. Il n'a pas la petite mèche et il n'a pas la petite canne. Voilà. Et en fait, on va pas trop voir Peter Parker. C'est vraiment les aventures de Spider-Girl. Donc, on est dans le futur. Est-ce que ce futur est devenu canon depuis? Je ne sais pas. Mais voilà. Et là, on a Peter Parker et Mary Jane. Voilà. Là, on les a. Hop, clac, clac. Donc, je découvre un peu avec vous ces épisodes parce que j'étais vraiment passé totalement à côté du phénomène à l'époque. Clairement, c'est pas quelque chose qui m'avait attiré. Mais aujourd'hui, c'est avec énormément de nostalgie, malgré le fait que je n'ai pas lu ça, et avec surtout de l'admiration, parce que, en fait, je suis fan de ces artisans. Moi, je vais vous raconter un truc. Il y a plein de dessinateurs, j'étais pas forcément fan plus jeune. Alors, je parle pas des dessinateurs que j'ai appris à aimer. Je ne vous parle pas des John Romita Jr. que je n'aimais pas spécialement et que j'ai appris à adorer son style. Ou Jack Kirby. Quand on est enfant, on n'aime pas trop Jack Kirby. Enfin, un enfant des années 80 n'aime pas trop Jack Kirby. Et puis maintenant, j'adore Jack Kirby. J'ai plein de bouquins de Jack Kirby. Je les collectionne, je les empile, je les amasse. Pat Olive, ça fait partie de ces dessinateurs, vous savez, qui ont toujours été là chez Marvel. Ils ont fait des trucs à toutes les époques. Ils ont fait des Spider-Man, ils ont fait plein de choses. Et ça, c'est pas des grands noms et il n'y a aucun manque de respect quand je dis ça. C'est pas des stars, c'est pas des super stars. Ce dessin est génial, c'est des dessinateurs qui étaient un petit peu, qui étaient je l'ai dit, l'armée chez Marvel, les bons soldats, les gens qui dessinaient de façon régulière, sur qui on pouvait compter et qui produisaient et à qui répondaient présents. Des dessinateurs fidèles, des dessinateurs importants. C'est vrai que quand on découvre le dessin et les comics à travers des gens comme Jim Lee, Todd McFarlane, Marc Silvestri, comme j'ai pu le faire, Arthur Adams, ces dessinateurs n'ont pas le même niveau de dessin. C'est une évidence. Mais pendant des années, ces dessinateurs, ils étaient sur des projets un peu secondaires. Ils n'étaient pas sur les séries principales, et lui, il a été sur des séries principales, Patrick Olive. Il a fait, c'est lui qui a fait le Spider-Man de Kurt Busiek, je crois. Et donc, ces dessinateurs, ils sont, pour moi, c'est
c'est des gens importants parce que ils ont passé du temps sur leur table à dessin pour pouvoir nous divertir et pour pouvoir nous proposer ça. Et en vieillissant, je termine avec ça parce qu'il faut terminer sur Daredevil version future. Le costume est sympa. En vieillissant, eh ben, je me suis rendu compte, j'aime beaucoup, je trouve ça chouette. Je me suis rendu compte que j'aimais bien ces dessinateurs parce qu'ils ont une technique, ils savent raconter des histoires, ils ont un storytelling. Et j'ai appris à les aimer. Je n'aimais pas trop Mark Bagley dans les années 90. Et Mark Bagley, depuis 20 ans, j'adore Mark Bagley. Vraiment, je suis super fan. Et puis en plus, c'est ancré par Al Williamson, qui est une légende et qui permet de magnifier les pages. Je trouve que c'est super chouette graphiquement. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie, de talent dans ces pages-là. Donc aujourd'hui, pour moi, des gens comme Patrick Olive, eh ben, c'est des bons dessinateurs. Et je n'ai pas toujours dit ça. Et si je l'ai dit, eh ben, je m'en excuse. Je ne pense pas avoir dit du mal de Patrick Olive une seule fois dans ma vie. Hein. Mais de l'avoir pensé peut-être. Parce que c'est des dessinateurs importants et qui savent, voilà, qui sont le fruit de leur époque. Et qui ont tellement apporté de joie et de bonheur et de divertissement et de choses à tout le monde que c'est des dessinateurs importants. Donc je voulais rendre hommage dans ce page à page à Patrick Olive parce que c'est un dessinateur vraiment super chouette et talentueux. Et aujourd'hui, je serais ravi dans ma collection d'avoir une planche de Patrick Olive. Tiens, je vais m'enseigner d'ailleurs. Alors des planches sur Supergirl, je pense que ça ne doit pas être donné. Tout comme j'aimerais bien trouver du Mark Bagley, mais je ne suis pas sûr qu'ils vendent tout parce qu'on a du mal à trouver du Mark Bagley. J'aimerais bien avoir une page de Mark Bagley, je trouve ça super. J'adore aujourd'hui. C'est des dessinateurs que j'adore. Donc voilà. Donc évidemment, Spider-Man est également de retour. Hein, parce que, alors, je ne vous cache pas que cette série, elle est culte aujourd'hui. Et je pense que cette intégrale va largement fonctionner, mais que ça a été des séries compliquées sur la durée, parce que on est à la fin des années 90, il y a une crise dans le monde des comics déjà à l'époque, et que les ventes, vous le savez, ne cessent de baisser de numéro en numéro. Donc quand il y a un numéro 1, les ventes sont correctes, quand on arrive à l'épisode numéro 12, les ventes sont de moins en moins intéressantes. Et souvent, la technique chez Marvel, c'est, on dit « Ah, ben ce personnage, il va être un peu autonome, génial !» Et en fait, il n'est pas autonome, parce qu'il faut très vite remettre du Spider-Man. Donc il faut remettre du Spider-Man sur la couverture, et il faut remettre du Spider-Man à l'intérieur pour faire revenir les lecteurs. Voilà. Et on est obligé de faire ça. Je me souviens de la série Clandestine de Alan Davis qui avait été lancée, qui était une série qui se passait en Angleterre. Et la série, elle était géniale. Moi, j'adorais Clandestine. Clandestine, appelez-le comme vous voulez. Et Clandestine, ça se passait vraiment en dehors de l'univers Marvel. Et au bout de 5 numéros, 6 numéros, vite, on fait un voyage à New York parce qu'il faut absolument qu'il y ait les héros de Marvel qui apparaissent. Et puis très vite, on fait un crossover avec les X-Men parce qu'il faut vraiment... cette série, elle n'est pas connue, il faut lui donner de la lumière. Et donc voilà, donc c'est une technique chez Marvel qui a toujours existé de faire ça. Ce dessin est super chouette parce qu'il y a un côté Ditko dedans, je trouve. C'est super chouette. Des roughs de cover, des dessins préparatoires avec ces dessins de Untold Tales of Spider-Man où le personnage a été créé. Spider-Venom, Spider-Girl Sketchbook et le Dark. Alors, le Daredevil, j'ai vu, hein, il y avait marqué Dark Devil. Hein, c'est pour ça que voilà. Et c'est que ce dessin totalement iconique. Il a fait les Untold Tales of Spider-Man de Kurt Busiek. Voilà. Il a fait du Warlock and the Infinity Watch, évidemment. Il a travaillé sur énormément. Il a fait du Scooby-Doo. Je ne savais pas qu'il avait fait du Scooby-Doo. C'est rigolo. Donc voilà, énormément de talent et un total et un profond respect pour Patrick Olive, fantastique dessinateur, et tous ces artisans des comics, Tom DeFalco, Ron Frenz, qui ont pendant des années œuvré à faire de ces comics ce qu'ils sont et à nous les rendre plaisants et à nous les rendre cultissimes. Donc c'est de retour parce que vous l'avez voulu. Merci à vous. Merci à Panini Comics de l'avoir édité. Spider-Girl 1998-1999. Eh bien, c'est tout simplement disponible chez votre libraire. Pensez à le prendre chez votre libraire. C'est important de faire travailler son libraire indépendant. Il peut vous le commander. Vous le recevez dans quelques jours. C'est livré par achète. Il n'y a pas de problème. Plutôt que le prendre sur des plateformes de vente, pensez à aller chez votre libraire. C'est hyper important. J'ai plus qu'à vous dire merci d'être aussi nombreux. Merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Salut!